Merci beaucoup, Corinne, pour cette présentation. Et puis merci également à Corinne et Léa pour l'invitation à venir présenter cette thématique du microbiote de la gynécologie et ses fonctions. Alors, si Sandrine nous a toutes et tous fait prendre de la hauteur en allant à l'échelle du paysage, ben moi je vais avoir un flux contraire, puisque du coup je vais rezoomer sur la partie CEP. Et avant de résumer. Donc, effectivement, elle m'a l'a redit tout à l'heure, jamais seul, un trait n'est pas seul non plus. Quand on le regarde dans le paysage agronomique, on voit une forme de diversité. Alors, cette diversité végétale peut paraître un peu limitée. On a effectivement un nombre d'individus, en tout cas de celles différents, qui vont vivre en communauté. On peut avoir dans des sols qui vont être enherbés par la présence de communautés aussi végétales qui peuvent être associées. Et puis, sans doute, tu l'as présenté à l'échelle des paysages, on peut avoir des haies, on peut avoir aussi de l'agroforesterie avec parfois des arbres dans la parcelle qui ramènent une diversité également. Puis on va avoir des oiseaux, des insectes. Par contre, ce qu'on oublie souvent, parce que ce n'est pas macrovisuel, ça va être effectivement toute la biodiversité microbienne. Et c'est pourtant là qu'on a la diversité la plus conséquente dans l'agroécosystème. Donc, quand on parle de diversité microbienne et d'interaction finalement entre un hôte et les micro-organismes, alors sachant que quand on parle de micro-organismes, on est sur les archées, les bactéries, les champignons, les protistes, les virus, eh bien, il va y avoir dans cette interaction une forme de vie commune. Donc, cette vie commune, c'est ce qu'on appelle la symbiose. Et dans cette symbiose, elle peut être de courte à plus longue durée. Et c'est, en règle générale, on définit 3 types de symbiose différentes. Le commensalisme, où on peut avoir soit un bénéfice, soit aucun bénéfice sur l'un des deux protagonistes. Et puis, dans tous les cas, aucun bénéfice sur le second. On va avoir également la symbiose de type parasitisme, où là, on a un bénéfice pour un protagoniste, mais au détriment du second protagoniste. Donc, typiquement, c'est ce qui se passe dans les cas de pathogénicité. Et puis, enfin, on va avoir les symbioses de type mutualiste, où on va avoir des bénéfices réciproques pour les deux protagonistes. Au départ, en fait, en viticulture, souvent, on s'est intéressé aux micro-organismes de manière ciblée. Pourquoi? Parce que d'abord, on a la flore pathogène, alors qu'elle soit des parties aériennes, des parties ligneuses ou des parties racinaires, qui vont impacter considérablement le rendement, donc la production, parfois la qualité du vin, également, et puis la durabilité économique de l'exploitation. C'est par exemple le cas, on a étudié Plasmon paraticola, l'agent responsable du lithium, et Resifénicator, l'agent responsable de l'oïdium, botrytis, etc., pour les parties aériennes. Tout ce qui concerne les pathologies associées aux maladies du bois, et puis les produits des parties racinaires. On s'est également intéressé à la flore saprophytique, non pas pour son interaction avec la plante, puisqu'on a des effets neutres, mais bien plus pour finalement son rôle sur les process par la suite, notamment les process fermentaires, puisqu'on pourrait avoir une flore d'altération qui conduise à des défauts dans la production. Et puis enfin, il y a toute la flore bénéfique, avec, on a déjà parlé, des levures, donc qui vont être d'intérêt pour le processus de vinification, qu'elles soient indigènes ou qu'elles contribuent à alimenter toute la microflore du chai. Et puis on a parlé également, on a parlé largement de la mucorisation et tous ces effets bénéfiques sur la partie nutrition, croissance du végétal, voire augmentation de son immunité. Mais finalement, dans l'agroécosystème, la réalité elle est beaucoup plus complexe que ces micro-organismes ciblés. Et donc, on est sur cette notion de microbiote, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes qui vont être associés au végétal et interagir avec ce végétal. Donc, la vigne, effectivement, est une plante haute, d'un microbiote qui va être diversifié, qui forme tout un ensemble, qui devient une unité de fonctionnement et qu'on appelle holobionte. Et si dans cette notion, de l'holobionte, on a également la notion d'hologénome, c'est-à-dire le génome de la plante associé à différents génomes microbiens, et bien tout ça donne finalement des fonctionnements qui vont être associés
Et tout à l'heure, Thomas parlait d'Aristote. Aristote a clairement dit dans ses ouvrages de métaphysique que du coup, le tout est plus que la somme des parties. On est typiquement dans ce cas-là, puisqu'en réalité, on va avoir à travers l'association plante-micro-organisme le résultat d'un phénotype attendu, que ce soit sur la santé du végétal, de façon globale, sa nutrition, son immunité notamment. Alors le sol est vu comme un réservoir majeur à cette biodiversité, puisque si on regarde donc, classiquement dans un gramme de sol, on va avoir 1 milliard de bactéries, 1 million de champignons et de protozoaires, et que c'est souvent par là, via la partie racinaire, que du coup il va y avoir recrutement de ces micro-organismes par le végétal. Donc au niveau de la rhizosphère, il va y avoir un enrichissement sous la présence d'exudats du végétal. Et puis, recrutement dans l'endosphère au niveau du coup de la partie racinaire. Et on sait qu'on a à peu près dans l'endosphère 0,01 à 1% des micro-organismes du sol qui vont être sélectionnés. Et si on parle de la rhizosphère, c'est à peu près 20 à 25% des micro-organismes de la rhizosphère qui vont devenir endosphériques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la voie unique. Évidemment, et Corinne t'en a très bien parlé aussi dans ton exposé d'introduction, il va y avoir également d'autres processus de recrutement des micro-organismes, notamment par l'air, l'eau et les insectes, qui vont en particulier pouvoir remonter ce microbiote par les parties aériennes, avec là encore soit un microbiote de surface, soit un microbiote qui va devenir endophytique. Donc, pour le microbiote épiphytique, Corinne, tu as parlé de la phylosphère. Effectivement, à l'échelle des feuilles, on a d'autres compartiments qui vont être également concernés. Tout ce qui concerne les rameaux, donc pour la colosphère, toutes les parties ligneuses, les fragments d'écorce, etc., qui vont également être sujets à des microbiotes relativement spécifiques, la lignosphère. Au niveau des parties reproductrices, on va avoir la carposphère. Et là, j'ai pas marqué, mais au niveau des pépins, on va avoir aussi la stagnosphère. Et puis, la rhizosphère pour la partie racinaire. Donc, on voit qu'on a un ensemble d'épiphytes qui peut être, et on le verra par la suite, compartiment dépendant. Et puis, on a donc une partie de micro-organismes qui va être en capacité de coloniser l'intérieur des tissus du végétal. Et ça sous-tend un certain nombre de choses. C'est-à-dire que ces micro-organismes-là vont être en capacité, de s'adapter au contexte de la plante, donc avec des pH qui peuvent être différents, avec des substrats qui sont différents. Et puis deux, être en capacité également de soutenir le système immunitaire propre du végétal, qui doit accepter finalement ces micro-organismes comme des autres, avec des durées de vie plus ou moins longues. Donc c'est l'endophyte qui vont se répartir également dans l'ensemble du végétal. Quand on regarde dans la littérature un petit peu les descriptifs finalement du microbiote de la vigne, on se rend compte que c'est assez riche. Il y a eu beaucoup d'études qui ont visé à décortiquer ce microbiote. Si j'avais dû vous lister les espèces, on ne serait jamais sorti. Donc là, je suis restée au niveau des phyla, voire de certains genres qui ont été référencés. Donc on voit que si on s'intéresse aux épiphytes de la phylosphère, on a un grand nombre de protéobactéries, de firmicules, d'actinobactéries, d'acylobactéries ou bactéroïdes, et pour la composante fongique, des astomycètes et des basiliomycètes principalement. Quand on regarde du coup les épiphytes de la partie d'air, on va retrouver exactement les mêmes grands groupes ou phyla que pour les parties du coup bactériennes et fongiques associées aux feuilles, si tel qu'on va avoir un enrichissement conséquent au niveau des levures, qu'elles soient astomycètes ou basiliomycètes d'ailleurs, qui vont pouvoir être plus spécifiquement enrichies sur ce type d'organes. Et puis, si on regarde la partie rhizosphérique et rhizoplan, on va avoir cette fois-ci un enrichissement en d'autres fractions bactériennes. Et pour la partie fongique, on va retrouver plus spécifiquement, évidemment, à ce niveau-là, les glomérulocytes, c'est-à-dire en particulier les champignons mycorhiziens. Pour la partie endophytique,
on s'intéresse à la partie du coup bactérienne ou fongique, on va retrouver les mêmes phylums que dans la partie épiphytique. Ce qui va changer souvent, c'est la proportion, donc ça va être l'abondance, et puis certaines espèces qu'on va retrouver plus spécifiquement à l'intérieur des tissus que d'autres qui ont plutôt tendance à être mieux adaptées aux conditions de surface. Donc cette diversité, alors c'est pas fait évidemment pour que vous puissiez lire directement, je me doute que c'est compliqué. C'est pour vous dire que finalement on la connaît relativement bien, cette biodiversité. On a un recensement existant, on sait parfaitement qu'elle est beaucoup plus conséquente dans la partie racinaire qu'au niveau de la partie aérienne, ce qui fait qu'on a aussi, en tant que phytobiologiste, souvent comparé tout le microbiote racinaire au microbiote intestinal. Et ce recensement, il est effectivement d'intérêt, mais il nous dit partout sur ce rôle des micro-organismes et donc les fonctions qui vont être associées. Donc, on a qualifié effectivement ce microbiote en termes d'abondance, de diversité. On sait qu'il va être variable selon certains paramètres. On a vu en particulier les organes, mais il y a d'autres choses, hein. La génétique de la plante, les facteurs agronomiques, donc les itinéraires techniques, les modes de conduite. Donc tout ça, ça va jouer sur ce microbiote. Et puis, du coup, on sait également qu'on a une dynamique spatio-temporelle de ce microbiote, comme on peut le retrouver effectivement au niveau des êtres humains. Ce microbiote, on le différencie de deux manières, de façon plus générale. On a ce qu'on appelle un corps microbiote, donc un microbiote qui va être commun à tout le végétal, quel qu'il soit, c'est-à-dire de manière indépendante des facteurs génétiques, environnementaux, sanitaires. Et puis, on a une part beaucoup plus variable de ce microbiote qui, là, va être dépendant de certains facteurs, donc génotypiques, physiologiques, liés plutôt à l'immunité, à l'environnement, au pathobiome propre de la plante, et puis son mode de vie. Alors certes, la plante elle est sédentaire, mais par contre, on a un certain nombre de techniques agronomiques, d'itinéraires techniques, de modes de conduite qui peuvent effectivement conditionner, ou des échelles paysagères qui peuvent également impacter. Donc, dans les fonctions rendues par le microbiote, certains ont déjà parlé effectivement au cours des différents exposés. Globalement, on a trois grands types de fonctions qui peuvent être concernées par ce microbiote associé aux plantes. La première partie, c'est le rôle lié à la défense et à l'immunité. Donc, soit parce que ces micro-organismes vont être très compétitifs avec des agents pathogènes, par antibiotiques, par compétition au sein de la niche, par exemple, soit parce qu'ils vont être également en capacité d'induire dans le végétal une résistance, donc des mécanismes de défense qui peuvent être systémiques, c'est-à-dire que les micro-organismes racinaires peuvent également induire des répercussions sur les parties aériennes. Et puis, ils peuvent être également source de composés volatiles organiques qui peuvent jouer sur le système immunitaire de la plante. Ils vont être également impliqués, pour certains, parfois les mêmes, parfois d'autres, sur des phases de développement du végétal, soit en termes de structuration même de tissus ou d'organes, soit en amélioration de la résistance ou de la résilience à certains stress abiotiques, que ce soit des stress thermiques, que ce soit des stress hydriques en particulier. Et puis, ils peuvent être également un promoteur de croissance à l'échelle du végétal, on l'a vu très bien dans le contexte de la mycorhisation. Ils peuvent être enfin impliqués sur les mécanismes nutritionnels de la plante, soit parce qu'ils vont aider à la mobilisation, à la solubilisation ou à la chélatation de certains nutriments qui peuvent être d'importance pour la plante. On voit ici par exemple l'azote, le potassium, le phosphore ou le magnésium. Soit parce qu'ils vont également aider à l'acquisition des éléments, enfin en particulier la fraction hydrique, directement des éléments minéraux, à partir du sol. Donc une amélioration de l'alimentation hydrominérale. Donc ce qui veut dire que quand on regarde ces différentes fonctions, en termes de répercussions à l'échelle de l'agroécosystème, on peut voir des fonctions qui seraient plutôt associées à des activités de biocontrôle pour lutter contre certaines pathologies, et puis d'autres qui peuvent être plutôt associées à des activités de biostimulation pour améliorer la résilience du système à des contraintes abiotiques et faire face aux changements climatiques.
Donc tout ça, évidemment, dans une perspective d'impact sur la santé du végétal, dans un contexte environnemental donné, et puis en lien avec la pérennité de la souche, et puis évidemment sur la qualité du raisin qui peut être produit et qui est la matière première, et tu l'as très bien dit hier, Guillaume, du coup, de la qualité du vin derrière. Donc, on va avoir un certain nombre de fonctions associées à ce microbiote qui sont clairement définies et qui peuvent être organes dépendants, donc dans les feuilles, dans les grappes, dans les racines, avec certaines spécificités. Et puis, à contrario, un certain nombre de fonctions qu'on va retrouver comme pouvant être exprimées dans l'ensemble des compartiments du végétal. Donc l'intérêt qu'on voit, et évidemment c'est aussi l'intérêt qui est porté dans le projet GitHub, c'est d'aller idéalement vers de l'ingénierie du microbiote et du pilotage du microbiote de l'holobionte vigne, avec dans ce cadre-là différentes possibilités, et Corinne, tu les as déjà bien définies au préalable, soit par augmentation de ce microbiote en inoculant un microbiote qui soit fonctionnel. Donc ça sous-tend d'avoir déjà bien compris la fonction du microbiote, l'avoir caractérisé. En général, c'est ce qui se passe avec les agents de contrôle qui ont une autorisation de mise sur le marché. Et quand on regarde à l'heure actuelle, alors le milieu où on a effectivement, et tu l'as cité, un micro-organisme, le Bacillus amoebifaciens, qui va être effectivement autorisé dans la lutte contre le mildiou. On voit qu'il a deux grands types de modes d'action, par antibiose et par stimulation des défenses. Pour le lien, on en a un petit peu plus, mais guère plus. Et puis pour la polychlorée, c'est là où on a une richesse un peu plus importante. Mais on voit quand même deux choses, c'est que c'est monosouche. Donc, bon, souvent, on est effectivement à l'échelle de la souche, mais on a un micro-organisme. Et ça, c'est effectivement des questions qui se posent au niveau réglementaire, c'est-à-dire que pour l'instant, le côté multisouche n'est pas encore autorisé à l'échelle réglementaire sur les agents de contrôle. Et on voit aussi qu'on a finalement une diversité assez pauvre, puisqu'on est beaucoup sur des bacillus, quelques levures, mais il manque encore certainement des micro-organismes d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des travaux dans GitHub qui sont faits pour trouver des nouvelles sources, et la phylosphère qui a rarement été une source finalement de micro-organismes ici sont plutôt souvent issus du sol. Donc la phylosphère est évidemment un rôle crucial à jouer dans son étude. Les consortia microbiens, on voit une seule espèce souche utilisée versus un consortium du coup, qui pourrait être d'intérêt. Et puis l'autre façon, c'est l'adaptation des pratiques viticoles, donc plutôt de la lutte du biocontrôle par conservation, avec la définition de pratiques et d'itinéraires techniques beaucoup plus vertueux. Les deux ne sont pas du tout antinomiques, ils sont à contrario complémentaires, puisque si ici on est sur des micro-organismes qui sont forcément cultivables pour pouvoir le produire, ici on peut espérer gérer toute la partie microbienne qui n'est pas cultivable. Alors, là où ça se complique, c'est qu'on se rend compte que finalement, les micro-organismes eux-mêmes sont des holobiontes. Donc, quand on fait un recensement de micro-organismes, qu'est-ce qu'on regarde également? Puisque dans, par exemple, les ifs des champignons mycorhiziens, mais pas que, on a un certain nombre d'endosymbiotes qui sont présents dans ces micro-organismes avec des endobactéries et des mycovirus. Il a clairement été montré chez les champignons phytopathogènes, par exemple les Botryospermacées, que les mycovirus vont moduler la virulence et donc les fonctions rendues par le champignon. Chez les champignons mycorhiziens, le contenu en endobactéries et en mycovirus peut moduler par exemple un facteur 7, la capacité du champignon à transférer du phosphore au végétal. Donc on voit que si on regarde simplement l'espèce, ça ne va pas nous indiquer assurément les fonctions qui vont être rendues au végétal. Donc il est important d'avoir une vision encore plus globale que ça et d'aller vers des indicateurs de fonctionnement et de fonctionnement de l'holobionte, c'est-à-dire du microbiote associé à la partie végétale. Donc d'avoir effectivement une approche plus générique
des choses. Et c'est ce qui est développé au sein du projet méthode également, avec une vision qui n'est pas que purement microbienne, mais qui est aussi adossée à des fonctions végétales, dans ce qu'on appelle une approche holo-omique. Donc, toutes les parties métagénomiques, notamment sur les fractions microbiennes, et puis tous les indicateurs de fonctionnement du végétal qui peuvent être associés. Et puis, pour terminer, on l'a vu aussi avec Sandrine, moi, j'étais un peu focalisée sur l'eau et les micro-organismes. Donc, la vigne et ses micro-organismes, mais dans l'agroécosystème, c'est aussi plus large que ça, puisque s'il y a des plantes, et en particulier des plantes de service, les micro-organismes vont agir aussi avec ces plantes de service, et la plante de service va également agir avec la plante d'intérêt culturel, donc ici la vigne, notamment par exemple par des réseaux mycéliens communs qui peuvent se mettre en place entre ces plantes de service et les plantes d'intérêt économique. Voilà, je vais terminer pour la présentation et je vous remercie de votre attention.